Ils viennent de lâcher Trump et ce n'est pas un accident. Fait, à 7h43 ce matin, 3 dirigeants républicains du Sénat entrent dans le bureau de Mitch McConnell pour ce qui est présenté comme une réunion de direction ordinaire. Fait, 47 minutes plus tard, ils ressortent. Fait, dans les 2 heures qui suivent, Washington est décrit comme entrant dans une révolte interne ouverte, la plus lourde de conséquences depuis Watergate. Inférence, ce niveau de vitesse ne correspond pas à un désaccord. Il correspond à une rupture déjà décidée. Voici le paradoxe que personne ne formule clairement. Fait, le récit insiste, ce n'est pas une question de politique publique. Et pourtant, ce qui se joue touche au cœur même du pouvoir. Inférence, quand des chefs parlementaires cessent d'obéir à leur propre chef de parti, ce n'est plus une bataille d'idées, c'est une bataille de contrôle. Et si tu penses que cela ne te concerne pas, regarde bien. Quand le Sénat et la Maison-Blanche se font face, ce sont les votes, les blocages, la stabilité même du système qui vacille, et c'est là que ta vie quotidienne encaisse le choc. Maintenant, le déclencheur précis. Fait, mercredi à 2h17, Donald Trump appelle le chef de la majorité au Sénat et exige un vote immédiat sur ce qu'il appelle le Emergency Powers Expansion Act, avec un ultimatum vendredi où, je vous primaire tous, fait à 6h30, un enregistrement fuite où Trump dit « Je n'ai pas besoin du Sénat, ces gens travaillent pour moi ». Inférence, pour des sénateurs, ce n'est pas une pression, c'est une déclaration de subordination. Mais voici le détail qui change tout. Remarque ce qu'il ne nie pas. Il ne conteste pas les mots. Il conteste l'autorité. Et ce qui s'est décidé derrière cette porte n'était peut-être pas de la colère, mais un plan. Ce qui se passe ensuite n'est pas présenté comme un événement isolé et c'est volontaire. Fait, le texte insiste, cette réunion de mercredi matin n'est pas née d'un désaccord soudain. Elle s'inscrit dans une séquence de 8 années où un même mécanisme s'est répété. Inférence, pour comprendre pourquoi cette fois-ci tout déraille, il faut voir le schéma, pas seulement l'explosion. Fait, pendant des années, Trump n'a pas contrôlé les sénateurs par l'idéologie. Il les a contrôlés par la peur. Le récit le dit explicitement, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de peur. Et cette peur a été entretenue par des exemples précis, visibles, impossibles à ignorer. Inférence, dans un système comme celui-là, il suffit de détruire quelques personnes pour discipliner tout le monde. Pose-toi une question simple mais inconfortable. Si tu es sénateur républicain, que se passe-t-il quand chaque précédent montre que la loyauté ne protège pas, mais que la désobéissance détruit? Fait, c'est ce calcul que chaque élu a refait encore et encore pendant 8 ans. Et presque à chaque fois, la conclusion a été la même, obéir coûte moins cher que résister. Regarde comment cette logique est installée dans le récit. Fait, en 2020, Mitt Romney vote pour condamner Trump lors du premier impeachment. La réaction est immédiate. Trump l'attaque publiquement, son parti local le censure, il est isolé. Le message est limpide. Fait, défie-moi et tu paieras le prix. Inférence, ce n'est pas Romney qui compte ici. C'est le signal envoyé à tous les autres. Puis, ça recommence. Fait, en 2021, Bill Cassidy vote pour condamner Trump lors du second impeachment. Il tente ensuite de réparer. Il s'humilie publiquement. Il vote avec Trump sur les dossiers majeurs. Il cherche l'approbation. Et pourtant, dès qu'il cesse d'être utile, Trump soutient quand même un challenger contre lui. Inférence, la loyauté n'est pas une assurance, c'est un sursis. Et quand ce mécanisme atteint la Chambre, le message se grave dans le marbre. Fait, en 2023, Kevin McCarthy négocie un accord sur le plafond de la dette. Trump désapprouve en privé. Quelques semaines plus tard, McCarthy est évincé de son poste de speaker. Fait, aucune justification idéologique durable. Juste une sanction. Inférence, je peux détruire n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Maintenant, attention à ce renversement subtil. Le récit ne dit pas que les sénateurs étaient aveugles. Il dit qu'ils observaient. Fait, ils ont vu des carrières se terminer. Ils ont vu des collègues humiliés. Ils ont vu le coût réel de la dissidence. Et pendant 8 ans, ils ont conclu que la peur fonctionnait. Mais voici le point de bascule. La peur ne marche que tant que la menace a une fin. Et selon le texte, cette semaine-là, quelque chose change dans leur tête. Inférence. Ils comprennent que la menace ne disparaîtra jamais, que même l'obéissance totale ne mène pas à la sécurité. Et à ce moment-là,
le calcul s'inverse. Parce que si obéir ne te sauve plus, alors pourquoi continuer? Et c'est précisément à ce moment-là que 3 facteurs convergent et que cette réunion de 47 minutes devient inévitable. Voici l'affirmation centrale, et elle est lourde. Fait, ce qui a brisé l'obéissance n'est pas moral, c'est mathématique. Inférence, les sénateurs n'ont pas soudainement changé d'âme, ils ont changé de calcul. Premier facteur, fait, la carte électorale de 2024 est décrite comme brutale pour les républicains. 23 sièges républicains sont en jeu contre seulement 11 démocrates. Ce déséquilibre change tout. Inférence, quand tu défends plus de sièges que ton adversaire, chaque erreur coûte double. Mais regarde le détail précis qui fait basculer la peur. Fait, selon des données citées dans le texte, dans des États clés comme le Montana, l'Ohio et la Pennsylvanie, les candidats républicains chutent de 6 à 8 points lorsqu'ils sont directement associés à Trump. Ce n'est pas une impression, ce sont des chiffres. Inférence, dans une élection serrée, 6 points, ce n'est pas un bruit, c'est une condamnation. Un sénateur le formule sans détour et la phrase est rapportée telle qu'elle. Je peux défendre le conservatisme, je ne peux pas défendre le chaos. Notice ce mot, chaos, pas gauche, pas droite, chaos. Inférence, quand le débat quitte l'idéologie pour entrer dans l'instabilité, les électeurs décrochent. Et maintenant, fais attention à ce qui manque dans cette discussion. Personne ne parle de gagner plus fort avec Trump. Personne ne parle de mobilisation accrue. Le texte ne cite aucun exemple où l'association avec Trump améliore les chiffres. Inférence, le silence est un aveu. Le moteur électoral est en panne. Mais ce n'est que la première couche. Parce que si le problème était uniquement électoral, les sénateurs auraient pu temporiser, attendre, espérer que ça passe. Ce qui rend cette révolte différente, c'est que le risque ne s'arrête pas aux urnes. Et c'est là que l'histoire s'assombrit. Parce que le deuxième facteur n'est pas seulement embarrassant, il est décrit comme dangereux et il touche quelque chose que le Sénat comprend mieux que quiconque. Deuxième facteur, fait, le texte décrit ce qui est appelé le désastre du Groenland et insiste sur un point précis. Ce n'est pas seulement ridicule, c'est dangereux. Fait, des alliés de l'OTAN sont alarmés. Fait, l'establishment de la défense est décrit comme étant en révolte ouverte. Un ancien amiral 4 étoiles est cité disant « Ce n'est pas de la stratégie, c'est de l'instabilité. » Arrête-toi une seconde sur ce mot. Instabilité. Inférence. Dans le langage militaire, ce n'est pas une critique médiatique, c'est un signal d'alerte. Quand des sénateurs membres de la Commission des Forces armées entendent ça, ils ne pensent pas communication. Ils pensent escalade, erreur de calcul, engrenages impossibles à arrêter. Fait, le texte précise pourquoi. Menacer une action militaire contre un territoire allié n'est pas une tactique de négociation. Inférence, c'est une remise en cause directe de l'ordre international. Et surtout, c'est le genre de chose qui ne peut pas être clarifié après coup par un communiqué. Voici l'élément clé. Fait, ces sénateurs comprennent quelque chose que le grand public ne voit pas immédiatement. Quand un président parle de cette façon, ce ne sont pas seulement ses adversaires qui écoutent, ce sont aussi les alliés et surtout les adversaires étrangers. Inférence, chaque phrase devient un signal stratégique, qu'on le veuille ou non. Et maintenant, observe le glissement. Pendant des années, Trump a créé des crises internes, politiques, médiatiques, mais là, selon le récit, la crise devient internationale. Et pour le Sénat, c'est une ligne rouge différente, parce que le Sénat ne gère pas seulement des élections. Il gère des traités, des alliances, des équilibres militaires, mais même ça, pris isolément, n'aurait peut-être pas suffi à déclencher une rupture frontale. Ce qui rend cette semaine explosive, c'est que ce facteur arrive en même temps qu'un troisième. Et ce troisième facteur ne se gère ni par le silence, ni par la peur. Alors, voici le troisième facteur. Et c'est celui qui fait tomber toutes les stratégies d'évitement. Fait, le texte est clair, les murs juridiques se resserrent. Plusieurs procédures pénales s'accélèrent. La Cour suprême refuse des sursis d'urgence. Des dates de procès se fixent. Ce ne sont plus des hypothèses lointaines. Ce sont des calendriers. Inférence. À partir de ce moment-là, le risque n'est plus abstrait. Il est daté.
Et une phrase rapportée résume la panique silencieuse. Fait, un avocat républicain senior dit en privé, « Nous allons peut-être nommer quelqu'un qui pourrait être en détention fédérale d'ici novembre. Arrête-toi là-dessus une seconde. » Inférence, ce n'est plus une question d'image, c'est une question de faisabilité politique. Regarde la contradiction qui devient impossible à défendre. Fait, d'un côté, Trump exige une extension des pouvoirs d'urgence. De l'autre, il fait face à des poursuites pénales multiples. Inférence, demander plus de pouvoir exécutif pendant que ton exposition judiciaire augmente n'a pas l'air d'un acte de gouvernance. Ça ressemble à une alarme rouge. C'est là que les trois lignes se croisent. Fait vulnérabilité électorale, fait danger diplomatique, fait exposition pénale croissante. Inférence, combiné, ces pressions changent complètement le calcul coût-bénéfice. Défendre Trump n'est plus inconfortable, c'est suicidaire. Et c'est à ce moment précis que le récit nous ramène dans cette pièce fermée, le bureau de Mitch McConnell, mercredi matin. Fait, les participants sont nommés McConnell, John Thune, John Barrasso, John Cornyn, 4 profils différents, l'institutionnaliste, le pragmatique, le loyaliste sous pression et celui qui regarde les chiffres électoraux en face. Puis vient la scène que tout le reste de l'histoire repose dessus. Fait, McConnell lance l'audio, 3 minutes. La phrase « Je n'ai pas besoin du Sénat, ces gens travaillent pour moi ». Il le fait écouter une fois, puis une deuxième fois, personne ne parle. Le silence est décrit comme suffocant. Notice ce qui se passe ici. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas une négociation. Inférence, c'est un moment de reconnaissance collective. Tous comprennent exactement la même chose au même instant. Ce n'est pas un président frustré. C'est un président qui déclare le Sénat obsolète. Et à partir de là, la question n'est plus « que pense-t-on de Trump ?» La question devient « que reste-t-il du Sénat s'il gagne ?» Et c'est là que quelqu'un parle en premier. Voici l'échange qui fait passer cette réunion du constat à l'action. Fait, John Thune parle en premier. Sa phrase est rapportée sans détour. « Nous ne pouvons pas défendre ça. » Ni la rhétorique sur le Groenland, ni la demande de pouvoir d'urgence, ni la menace de primariser nos propres membres. Nous ne pouvons pas aller à la télévision et expliquer ça à des électeurs déjà épuisés. Inférence, ce n'est pas un jugement moral, c'est une reconnaissance publique de l'indéfendable. Puis vient la réponse la plus honnête de la pièce. Fait, John Barrasso répond, et le texte insiste sur le conflit dans sa voix. Si nous nous opposons à lui publiquement, il nous détruit individuellement. Nous l'avons vu, Romney, Cassidy, Cheney. Tous ceux qui se sont levés ont disparu ou sont devenus politiquement marginaux. En quoi est-ce différent? Cette question suspend la réunion. Inférence. Il verbalise la peur que tout le monde partage encore. Et c'est là que Mitch McConnell intervient. Fait, il se penche en avant et dit « Voilà en quoi c'est différent. » Il va nous détruire de toute façon. La question n'est pas de savoir si nous survivons politiquement. La question est de savoir si nous tombons en le défendant ou en défendant l'institution. Et je vous le dis, si nous ne traçons pas une ligne maintenant, il n'y aura bientôt plus d'institutions à défendre. Arrête-toi sur cette phrase. Inférence. McConnell ne promet pas la victoire. Il promet la perte, mais choisit la manière. Et ce choix change tout. Parce qu'à partir de ce moment-là, le risque n'est plus individuel, il devient collectif. Fait. John Cornyn ajoute la réalité électorale brute. Les sondages au Texas me donnent 4 points de retard. Chaque point est du chaos Trump adjacent. Mes électeurs ne veulent plus ça. Ils veulent de la stabilité. Ils veulent de la gouvernance. Ils ne veulent pas que leurs sénateurs expliquent pourquoi le président menace d'envahir le Groenland. Inférence. Quand même le Texas bascule dans l'inconfort, le système est déjà en train de glisser. Et c'est ici que l'histoire franchit un seuil critique. Parce que ce que McConnell propose ensuite n'est pas symbolique. Ce n'est pas une déclaration vague. Fait, il présente un plan structurel. Un plan qui, s'il est exécuté, enlève à Trump son arme principale, l'isolement. Alors écoute bien, parce que c'est ici que la mécanique change. Fait, McConnell déroule un plan précis, étape par étape. Pas une posture, une architecture. D'abord, rédiger une lettre commune à la Maison-Blanche. Le message doit être clair. Le Sénat ne votera pas l'extension des pouvoirs d'urgence. Pas maintenant, pas sous pression.
Ensuite, annoncer que la direction sénatoriale ne fera pas campagne avec Trump tant que la rhétorique de politique étrangère ne sera pas modérée. Et enfin, la menace centrale. Si Trump lance des primaires contre des sénateurs en exercice, la direction soutiendra les sortants avec l'intégralité des ressources du National Republican Senatorial Committee. Remarque ce que cela signifie? Inférence. Ce plan retire à Trump son levier le plus efficace. Jusqu'ici, il attaquait un par un. Là, il se retrouve face à un mur collectif. Fait. McConnell regarde chaque homme autour de la table et pose la question sans détour. « J'ai besoin de savoir maintenant. Êtes-vous avec moi? » La réponse est immédiate de la part de Thune. « Oui », Cornyn dit oui, Barrasso se tait. Le silence dure 30 secondes, décrit comme les plus longues de la réunion. Puis il parle. « Vous me demandez de commettre un suicide politique. » McConnell répond. « Je te demande de faire ton travail. » Barrasso dit oui. 4 hommes, 4 votes. Inférence. À cet instant précis, la structure qui a maintenu le Parti uni pendant 8 ans commence à se fissurer. Et ce n'est pas théorique, fait, tout s'accélère immédiatement. À 9h15, McConnell appelle personnellement 15 sénateurs républicains seniors. Le message est simple, on y va. Es-tu avec nous? 3 s'engagent tout de suite. Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski. Attendu. Mais ensuite, 2 noms tombent et là, tout le monde comprend que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Lindsey Graham, Marco Rubio. Arrête-toi une seconde. Lindsey Graham, le défenseur le plus vocal de Trump, le sénateur qui jouait au golf avec lui le week-end précédent, celui qui est allé à la télévision des centaines de fois pour défendre chaque controverse, chaque enquête, chaque inculpation. Et il vient de basculer. Selon une source proche, Graham dit en privé « J'ai défendu les inculpations, j'ai défendu les enquêtes, j'ai défendu la rhétorique, mais je ne défendrai pas la menace d'envahir un territoire allié. Je ne défendrai pas le démantèlement de l'autorité du Sénat. Il y a une ligne et elle a été franchie. À partir de là, ce n'est plus une fronde marginale, c'est une rupture visible. Et dans les couloirs de Washington, une question commence à circuler à voix basse. Si Lindsey Graham lâche, qui reste encore? Alors, regarde à quelle vitesse tout devient public et pourquoi le point de non-retour est franchi en quelques heures. Faites, à 10h47, la lettre est rédigée. 5 pages, langage juridique, cadre constitutionnel et une phrase centrale que le texte cite mot pour mot. Nous ne pouvons plus, en bonne conscience, permettre des comportements qui menacent l'ordre constitutionnel et sapent les prérogatives institutionnelles conférées au Sénat des États-Unis. Inférence. Ce n'est pas une critique politique. C'est un acte d'accusation institutionnelle. Fait, avant midi, 12 signatures sont acquises. À 11h30, Trump est informé. Un aide lui envoie un message chiffré. McConnell et 11 autres signent une lettre contre l'extension des pouvoirs d'urgence, publication aujourd'hui. Sa réponse, selon des messages qui circulent ensuite à la Maison-Blanche, tient en 2 mots, en majuscules, « traître tous ». Observe la séquence suivante. Fait, Trump appelle immédiatement ses loyalistes. À 12h15, il appelle Lindsey Graham. L'appel dure moins de 2 minutes. Selon une personne informée, Trump dit « Tu es mort pour moi ». Graham répond « Alors je suis mort ». L'appel se termine. Inférence. À cet instant, la menace perd son effet. Quand la sanction est acceptée, elle cesse de contrôler. Fait, Trump appelle ensuite Marco Rubio. « Je t'ai fait, je te détruirai ». Réponse rapportée. « Tu te détruis toi-même. Fais ce que tu as à faire. » Puis Trump tente d'appeler Mitch McConnell. 3 fois. McConnell ne répond pas. Remarque ce détail. Inférence. Le silence devient une arme. À 13h40, la fracture devient visible. Fait. Les républicains de la Chambre publient un communiqué de soutien total au président. Les républicains du Sénat, eux, restent silencieux. Les journalistes le remarquent immédiatement. À 14h, les grands médias commencent à titrer sur le refus du leadership sénatorial de soutenir la demande de pouvoir d'urgence. Et puis, à 15h, la lettre fuite, intentionnellement. Fait. Le Washington Post en reçoit une copie. Politico confirme les signatures en quelques minutes. À 15h15, le texte intégral est partout. À ce moment-là, tout Washington comprend. Ce n'est plus un conflit interne. C'est une révolte ouverte. Mais voici le détail qui révèle à quel point c'est sérieux. 20 minutes après la publication, une information supplémentaire fuit.
Fait, selon un stratège républicain senior ayant vu les documents internes, le leadership du Sénat a préparé un plan de contingence en 3 étapes si Trump riposte. Et à partir de là, la question n'est plus « vont-ils tenir ?» La question devient « jusqu'où sont-ils prêts à aller ?» Alors, voici ce plan. Et c'est là que l'histoire prend une dimension que très peu de gens anticipaient. Fait, le document interne décrit 3 étapes. Pas des réactions improvisées, des scénarios préparés à l'avance. Étape 1. Si Trump attaque publiquement, 5 sénateurs supplémentaires publient immédiatement des déclarations de soutien à la lettre. Le leadership tient une conférence de presse. Le message est verrouillé. Nous respectons la présidence, mais nous servons la Constitution d'abord. Une évaluation interne donne à ce scénario 80 de probabilité. Inférence, ils s'attendent à l'attaque et ils sont prêts. Étape 2, fait. Si Trump lance des primaires contre des sénateurs en exercice, le Leadership PAC engage 50 millions de dollars pour défendre les sortants. Le National Republican Senatorial Committee coupe tout financement au challenger. Les donateurs corporatifs sont mobilisés. Le message devient « La conférence sénatoriale fait bloc ». Probabilité estimée 60 Inférence. À ce stade, ce n'est plus une querelle idéologique, c'est une guerre de ressources. Puis vient l'étape 3, et celle-là, le texte le dit clairement, ils espèrent ne jamais l'exécuter. Fait, si Trump continue l'escalade, le Sénat avance une résolution formelle limitant les pouvoirs d'urgence de l'exécutif. Cela nécessiterait une coalition bipartisane et pourrait inclure un vote de censure. Probabilité estimée 30 Inférence, c'est l'option nucléaire institutionnelle. Un sénateur impliqué dans la rédaction du plan résume la gravité en une phrase citée mot pour mot. « Nous avons simulé chaque scénario. S'il veut se battre, nous sommes prêts. Mais cette fois, nous ne reculerons pas. Arrête-toi là-dessus. » Inférence. Ce n'est pas une posture médiatique, c'est une déclaration de préparation. Et pendant que ce plan circule en interne, autre chose se produit en parallèle, à grande vitesse, sans communiqué, sans caméra. Fait, les démocrates du Sénat tiennent leur propre réunion à huis clos et selon plusieurs sources, Chuck Schumer fait un calcul qui va définir la phase suivante. 2 options sont décrites. Option 1, exploiter le chaos. Attaquer Trump et les républicains ensemble. Présenter la situation comme une guerre civile prouvant l'incapacité à gouverner. L'avantage politique serait énorme, mais le risque est clair. Inférence, créer un ennemi extérieur peut ressouder un parti fracturé. Option 2, permettre la révolte. Rester silencieux publiquement. Offrir un soutien discret aux mesures constitutionnelles. Laisser les républicains porter seuls la fracture. Moins spectaculaire, mais stratégiquement plus dangereux pour Trump. Selon 3 sources familières du raisonnement de Schumer, c'est cette option qui est choisie. Et voilà pourquoi ce choix est crucial. Inférence, en ne réagissant pas, les démocrates retirent à Trump son arme favorite, la polarisation. Quand les républicains se rebellent et que les démocrates se taisent, l'histoire devient Trump contre son propre camp. Et c'est un terrain sur lequel il n'a presque jamais gagné. À partir de là, tout s'accélère encore. Parce que quand Trump se retrouve encerclé, il ne se replie pas, il frappe. Alors, observe la réaction, elle est immédiate et elle est révélatrice. Fait, mercredi soir, le compte Truth Social de Trump explose. 27 publications en 90 minutes, tout en majuscules. Rhinos, traîtres, détruisez-les tous. Ce n'est pas une stratégie calibrée. Inférence, c'est une perte de contrôle en temps réel. À 17h15, la première riposte concrète tombe. Fait, un challenger aligné MAGA dépose officiellement sa candidature en Caroline du Sud. La cible est claire, Lindsey Graham. Et la réponse de Graham, livrée aux journalistes devant la Chambre du Sénat, tient en 4 mots. Qu'ils viennent. Inférence. À partir de ce moment-là, la peur change de camp. Puis regarde ce qui se passe à la télévision. Fait, Fox News se fracture en direct. Sean Hannity défend Trump sans réserve. Laura Ingraham exprime de sérieuses inquiétudes sur la rhétorique du Groenland. Tucker Carlson déclare « Les républicains montrent enfin une colonne vertébrale ».
Inférence, quand même le média le plus aligné cesse de parler d'une seule voix, le mythe d'un front uni s'effondre. À 20 heures, un autre signal tombe, plus silencieux mais plus lourd. Fait, 3 grands donateurs républicains publient une déclaration commune. Nous soutenons la gouvernance constitutionnelle et la stabilité institutionnelle. Le texte le précise, c'est un code. Inférence, le monde des affaires annonce qu'il choisit le Sénat, pas Trump. À 21h30, le chiffre devient impossible à ignorer. Fait, 17 sénateurs républicains sont désormais publiquement alignés avec la lettre de McConnell. 5 autres sont engagés en privé. Et le nombre clé circule partout dans les couloirs. 18 suffisent avec les démocrates pour bloquer l'extension des pouvoirs d'urgence. Inférence, à 17, Trump vacille. À 18, il perd. Mais ce qui se passe pendant la nuit rend la situation encore plus instable. Fait, jeudi matin, à 6 heures, des données de sondage interne fuitent vers Politico. Le chiffre est brutal. Un candidat républicain générique dans les États charnières est à plus 2. Le même candidat avec l'aval de Trump tombe à moins 4. 6 points d'écart. Inférence. 6 points, c'est la différence entre garder le Sénat et le perdre. À 7h30, une information encore plus explosive émerge. Fait, 42 collaborateurs républicains du Sénat signent une lettre interne. Nous ne pouvons plus, en bonne conscience, défendre l'indéfendable. Ils menacent de démission massive si leurs sénateurs reculent. Inférence, quand ceux qui écrivent les discours et répondent au téléphone refusent d'obéir, la machine politique se grippe. À 8h15, la pression économique arrive. Fait, la Chambre de commerce des États-Unis publie une déclaration. La stabilité constitutionnelle est essentielle à la croissance économique et à la confiance des investisseurs. L'Association nationale des manufacturiers suit dans l'heure. Inférence. Le message est limpide, sans stabilité, pas d'argent. Puis vient la pression extérieure. Fait, le bureau du premier ministre britannique publie une note diplomatique se disant alarmé par la rhétorique sur l'intégrité territoriale alliée. L'Allemagne suit. La France suit. Le secrétaire général de l'OTAN rappelle que l'article 5 est sacré et non négociable. Inférence, les alliés ne murmurent plus. Ils parlent publiquement. Et là, pose-toi la vraie question. Trump est sous pression de ses sénateurs, de leurs équipes, des donateurs, des médias et des alliés étrangers. Ce n'est plus un front. C'est un encerclement. Et quand quelqu'un est encerclé, il a toujours 2 options. Reculer ou escalader. Et Trump vient de choisir.